Je suis entourée aujourd'hui de personnes qui travaillent au quotidien sur ces sujets, avec notamment Roland Delary, directeur général du CNPF, le Centre national de la propriété forestière, Éric Dubois, adjoint au directeur territorial en Auvergne-Rhône-Alpes pour l'ONF, Albert Maillet, directeur forêt et risques naturels de l'ONF, et Brigitte Muche, généticienne à l'ONF. Donc la forêt, vous le savez peut-être ou pas, représente aujourd'hui près de 17 millions d'hectares, soit à peu près 30% de la surface du pays. Et elle est gérée à la fois par des exploitants propriétaires privés et du public. 25% pour le domaine public et 75% de forêts privées. Alors sa surface, elle a augmenté pas mal ces 100 dernières années. Et on constate aujourd'hui qu'il y a quand même un ralentissement. En 10 ans, elle a diminué en termes d'accroissement de 10%. Donc c'est des phénomènes que l'on constate maintenant de façon assez régulière. Et cette conférence est là pour vous donner un éclairage un peu sur ce qui se passe dans nos forêts et quelles sont les solutions ou stratégies qui sont mises en place pour les adapter aux enjeux de demain et qu'elles nous rendent toujours les services qu'elles font aujourd'hui pour nous. Voilà. Alors je céderai là en premier lieu la parole à Roland Delary qui va nous exposer un peu quel est l'état des lieux de ces forêts aujourd'hui sur notre territoire. Merci Karine, bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'ai la douloureuse mission donc, de vous faire un état des lieux finalement, parce que lorsque l'on parle de dérèglement climatique, comment ça se traduit en forêt? Vous le voyez sur ces images, des problèmes d'orage, des problèmes d'attaque d'insectes ou de champignons, des problèmes de sécheresse, des problèmes d'incendie. Voilà, c'est tout cela qui a souvent pour origine donc, ce dérèglement climatique. Et nous allons devoir donc, pendant ces quelques dizaines de minutes, parler donc de quelques solutions. Mais ce que je voudrais faire, c'est avec vous peut-être un tour de France un peu plus précis. Nous avons sur cette carte ici de l'Institut géographique national donc les taux de dépérissement apparent de la forêt. Si l'on fait un rapide tour de France, rappelez-vous, tempête dans la Manche en Normandie, dégâts importants sur les frênes en Hauts-de-France, les scolites qui attaquent, ce sont des petits insectes qui attaquent les épicéas du Grand Est ou de la Bourgogne-Franche-Comté. Ici, en Rhône-Alpes, vous apercevrez, si vous passez, le dépérissement du sapin, des sapins dans les forêts qui sèchent. Dans les régions Provence-Côte d'Azur et Corse, des problèmes d'incendie. Je ne vous fais pas de dessin. Si je parle de l'Occitanie, je pourrais citer par exemple le hêtre des Pyrénées, qui souffre énormément. En Nouvelle-Aquitaine, je prendrai un exemple très concret, 60 000 hectares de châtaigniers qui meurent en Dordogne. Si je vais dans les régions Île-de-France, Centre, voire même Pays de Loire, Bretagne, je pourrais parler du chêne, notamment le chêne pédonculé, a-t-il un avenir dans ces régions, etc. Vous voyez donc que notre forêt souffre, notre forêt est en difficulté. On est de l'ordre, sur les 10 dernières années, on peut considérer qu'environ 600 000 hectares de forêt donc, ont subi des dégâts, parmi ceux que je viens d'exposer. Et si l'on regarde la courbe d'évolution du nombre d'hectares de forêt dépérissantes selon les années depuis 2017, vous voyez malheureusement cette courbe ne fait que progresser. Donc avec ici environ 250 à 300 000 hectares dépérissants et on atteint quasiment le million d'hectares aujourd'hui. Donc vous voyez l'importance de ce débat, l'importance de cette réunion aujourd'hui et je vais laisser la place à Éric pour commencer bien sûr à nous parler, à rentrer dans le détail de cette problématique du dépérissement lié au climat. Merci. Donc, comme on vient de voir, les forêts subissent l'épreuve du changement climatique et donc ce constat nous amène à devoir repenser la gestion forestière. Mais avant d'évaluer quelles sont les mesures d'adaptation de la gestion forestière qui doivent être menées, il faut qu'on ait une évaluation fine de la vulnérabilité de nos peuplements. Quels sont ceux qui sont armés pour résister au changement climatique et ceux dans lesquels il faut intervenir. Et pour ce faire, on va agir et réfléchir suivant deux temporalités. La première temporalité, c'est quels sont les peuplements qui sont d'ores et déjà vulnérables et dans lesquels il y a déjà des dépérissements qui sont engagés. Mais vous le savez, une forêt, ça se gère sur des décennies, voire des siècles. On l'évoquait tout à l'heure, les chênes qui ont été utilisés pour reconstruire la flèche de Notre-Dame de Paris, ils avaient 250 à 300 ans. Donc c'est dans cette échelle de temps aussi qu'il faut qu'on se place. Donc la deuxième temporalité, c'est
quelle est la vulnérabilité à terme pour tenir compte du changement climatique et du climat qui aura lieu dans 100 ans. En ce qui concerne la vulnérabilité immédiate, un des moyens évidents de suivre cette vulnérabilité, c'est de suivre tout simplement la proportion de bois morts que l'on récolte en forêt, de bois morts ou dépérissants. On peut les spatialiser. Donc, moi, je viens d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez l'exemple là du Bugey, qui est une partie montagne de l'Ain dans la prolongation du Jura. Et comme ça a été évoqué, cette région subit des dépérissements importants du sapin sous l'effet de la chaleur, du scolite sur l'épicéa. Et donc, on peut suivre sous forme de carte quelle est la proportion de récolte de ces produits qui sont des produits qu'on a été amené à récolter parce qu'ils étaient en train de mourir. Mais c'est une approche relativement grossière. On a des outils, on développe des outils plus fins qui sont basés sur la télédétection en utilisant des satellites qui détectent le changement de couvert forestier. Et en comparant d'une année sur l'autre, on peut voir la progression de la mortalité des peuplements, depuis les premiers signes de faiblissement des arbres jusqu'à la récolte et l'apparition du sol nu. Donc ces outils-là nous permettent de quantifier la part de peuplements qui subissent déjà les effets du changement climatique. Et sur ma région d'Auvergne-Rhône-Alpes, on estime qu'il y a environ 5% de la surface forestière qui est dans cette situation avec des dépérissements qui sont déjà actifs. Ces peuplements qui sont très vulnérables, qui sont déjà morts, si on se donne 10 ans pour les renouveler, ça nous donne déjà une idée du rythme de renouvellement. Donc 5% sur 10 ans, ça fait 0,5% de la surface forestière qu'il faut reconstituer chaque année, ce qui représente à peu près 1500 hectares de forêt à reconstruire chaque année. Alors pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'hectare, un hectare c'est un terrain de foot, ça fait 0,7 hectares. Donc si on convertit en nombre de terrains de foot, ça fait 2000 terrains de foot, où chaque année il faut aller reconstruire le peuplement juste dans les forêts publiques, sur les 600 000 hectares que l'on gère. Ça, c'est l'aspect facile, c'est les peuplements qui sont d'ores et déjà vulnérables, qui sont en train de mourir et qu'il faut renouveler. Mais comme je le disais tout à l'heure, une forêt, la forêt, les arbres qu'on plante aujourd'hui, ou les jeunes peuplements aujourd'hui, ils seront adolescents en 2100. Et donc, ce qui nous importe, c'est aussi d'avoir une anticipation de comment ces arbres vont réagir à cet horizon 2100. Et pour illustrer cet aspect-là, je vais m'appuyer sur des travaux en cours du gouvernement, qui, dans le cadre de la révision des travaux du plan national d'adaptation au changement climatique, a défini un scénario de référence qui est le climat qui sera le nôtre en 2100 si les politiques publiques se stabilisent sans mesures additionnelles. Et donc c'est un travail prospectif et par exemple, à titre d'illustration, ça permet de dire quel sera le climat dans nos principales villes françaises à l'horizon 2100. Donc ce travail, on le fait à titre d'illustration sur les villes, mais on peut pousser le même raisonnement sur les forêts et se poser la question, à l'horizon 2100, quel sera le climat et est-ce que les arbres qui sont actuellement en France, est-ce qu'ils seront encore adaptés au climat de 2100? Donc là, c'est toujours l'infographie gouvernementale sur ce travail de projection à l'horizon 2100. Avec, ce qui est intéressant, c'est un certain nombre d'indicateurs qui reposent déjà sur l'évolution de la couverture forestière. Vous voyez, si on se projette sur la trajectoire de référence, on estime qu'on va perdre un tiers de la surface d'occupation de chêne, qui est la première essence forestière en France. Les 2 tiers d'occupation du hêtre. Puis il y a d'autres indicateurs liés à l'enneigement, par exemple. Certains d'entre vous sont allés à la montagne pour faire du ski. Vous avez pu vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de neige sur les pistes. On estime qu'il n'y aura plus de glaciers alpins d'ici 2100 si on est sur la trajectoire de référence. Donc on adapte cette méthode au milieu forestier. Et la première chose qu'il faut faire, c'est chaque arbre a son propre tempérament, a ses propres capacités de résistance et sa propre niche écologique. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on définit quelle est la niche écologique des principales essences forestières. Donc je vous ai donné l'exemple du chêne sessile. Ça, c'est l'aire de répartition actuelle du chêne sessile. Et donc on considère que le chêne sessile est bien adapté pour pousser sous le climat que l'on trouve sous toutes ces régions à l'heure actuelle. Ce qu'on va faire, c'est l'étape suivante. On va se placer à l'horizon 2100. Alors l'horizon 2100, en fait, on n'est pas capable de dire de façon certaine lequel y sera le climat, puisque ça va dépendre beaucoup de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Et donc on est obligé de faire plusieurs scénarios, comme le fait le GIEC, des scénarios avec une hypothèse de forte réduction des émissions de gaz à effet de serre, et puis des hypothèses avec des émissions de gaz à effet de serre qui continuent suivant un rythme normal. Et donc en fonction du scénario dans lequel on se place et des simulations
climatique que fait Météo France en 2100, on peut voir la rétractation de l'air dans lequel le chêne est adapté. Ce que vous avez en noir, là, c'est les zones où actuellement le climat n'est pas favorable au chêne sessile. Donc on voit que pour l'instant, il n'y a que cette frange méridionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes où le chêne n'est pas adapté. Si on se place sur le scénario rouge, c'est le scénario des accords de Paris. Si on respecte les accords de Paris, l'aire de répartition du chêne va se réduire, mais il n'y a que les zones qui sont en rouge là, dans lesquelles il ne sera plus adapté. Donc ça représente quand même une réduction de l'aire de répartition, mais qui reste quand même limitée. En revanche, vous voyez que si on se place sur un scénario pessimiste avec poursuite des émissions de gaz à effet de serre telles qu'on les constate actuellement, le scénario tendanciel, vous voyez que le chêne va être amené à disparaître d'une énorme partie de la région. Là, vous avez le département de l'Allier. Ici, on a une chaînée emblématique, c'est la chaînée de Troncé. Donc une chaînée qui a été créée par Louis XIV pour créer des bois de marine. Un certain nombre de chênes qui ont été utilisés pour la flèche de la cathédrale viennent de cette forêt. C'est vraiment une de nos chaînées emblématiques. Et donc on se dit, si on est sur un scénario intermédiaire ou pessimiste, on va perdre le chêne dans cette région. Ce qu'on peut faire aussi, c'est superposer cette carte de compatibilité avec la répartition actuelle des peuplements de chênes. Donc on retrouve la chaînée de Troncé dont je vous parlais tout à l'heure. Et la couleur donne le niveau de vulnérabilité. Donc si on passe sur un scénario intermédiaire, on voit que tous les peuplements qui sont en orange risquent de disparaître. Et comme on sait le volume de bois que représentent ces différentes forêts, on peut estimer le volume de chêne qu'on sera amené à récolter de façon forcée parce qu'il va dépérir dans les 50 ans qui viennent. Mais donc le premier enseignement de ça, c'est que on a vraiment chaque degré va compter en fait. L'aire de répartition va considérablement changer suivant qu'on s'oriente sur de fortes réductions des émissions de gaz à effet de serre ou suivant qu'on reste sur des émissions tendancielles. Donc voilà, après on peut classer les surfaces des peuplements actuels par grande classe de vulnérabilité. Si on est sur les accords de Paris, on risque de ne perdre que 6% des surfaces de chêne. Si on se trouve sur le scénario le plus pessimiste, l'aire de répartition du chêne, il y a 90% des peuplements actuels de chêne qui vont se retrouver sur Auvergne-Rhône-Alpes en dehors de leur niche écologique. Et en mettant les volumes en face, on a une idée de ce que ça pourra représenter en termes de récolte. C'est là. Donc ce travail-là, on est capable de le faire pour nos principales essences. Dans Auvergne-Rhône-Alpes, beaucoup de sapins et d'épicéas. Un volume sur pied qui est considérable, plus de 180 millions de mètres cubes en comptant le sapin et l'épicéa, et dont une proportion de l'ordre de 35% qui est en situation d'incompatibilité climatique. Donc si on fait la moyenne en fonction des peuplements qui sont présents sur le territoire et les différentes essences, sur Auvergne-Rhône-Alpes, on considère qu'il y a à peu près 35% de la surface forestière qui se situe en inconfort climatique. C'est-à-dire que si on se place sur un scénario moyen, il risque de disparaître d'ici l'horizon 2100. 35%, on peut estimer en termes de gestion forestière que ça veut dire qu'il faut intervenir dans ces peuplements. Et si on se dit qu'on intervient en 35 ans, il faut qu'on ait une action de gestion qui permette de consolider ces peuplements ou de les renouveler. Et 35 ans divisé par 35%, c'est-à-dire que chaque année, il faut qu'on intervienne dans 1% de la surface qu'on a en gestion. Et comme on a à peu près 600 000 hectares en gestion en forêt publique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça veut dire qu'on a chaque année de l'ordre de 6 000 hectares de peuplement en plus des 1500 dont on parlait tout à l'heure, dans lesquels, si on est responsable, il faut qu'on ait une action dans un sens ou dans l'autre, plus ou moins forte en fonction de la vulnérabilité, mais il faut qu'on intervienne. Alors comment intervenir? C'est la qu'Albert entre en jeu. Voilà, merci Eric. Donc on vous a présenté l'étape préliminaire, j'allais dire, de ce que je vais vous raconter moi maintenant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on établit le diagnostic pour orienter la stratégie en termes d'action. Alors la première question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi vous décidez d'agir par rapport à ce qui vous a été décrit? Est-ce que finalement les forêts naturellement ne seraient pas capables de s'adapter seules? Alors les forêts, elles ont à l'évidence des capacités d'adaptation énormes, naturelles, mais ce sont des végétaux qui ont des cycles longs. L'adaptation se fait par brassage génétique à chaque renouvellement
de génération. Il faut un certain nombre de générations pour que cette amélioration génétique s'exprime pleinement. Ça veut dire qu'il faut du temps pour que la forêt s'adapte naturellement. Le scénario à plus 4 degrés à l'horizon 2100, qui est la trajectoire d'adaptation au changement climatique retenue par le gouvernement comme hypothèse de travail, pour vous donner une idée, plus 4%, c'est la dérive de température qui naturellement, si on n'est pas les problèmes de gaz à effet de serre, se produirait en 10 000 ans. Là, on va avoir cette hausse en 100 ans. C'est-à-dire que la forêt va encaisser en un siècle ce à quoi elle aurait pu s'adapter naturellement, si le phénomène avait été naturel, sur 10 millénaires. Donc le problème, le plus gros problème, c'est pas tellement l'ampleur du choc, c'est sa rapidité. Et c'est parce que le choc est très rapide, trop rapide, qu'il faut absolument qu'on accompagne, qu'on aide le système forestier à mieux résister à cette évolution très très rapide. Alors, comment on va faire? Vous avez vu comment on fait les diagnostics préalables. Dans ces diagnostics préalables, on vous a montré des statistiques sur la région dont vient Eric. Moi, je vous parlais de statistiques nationales. On estime, avec les outils que vous venez de voir, qu'on a en gros la moitié de la forêt française, toutes essences confondues, qui, c'est notre hypothèse, qui devrait, dans le scénario plus 4 degrés à l'horizon 2100, être encore capable de résister. Donc sur celle-là, sur cette moitié-là, sur ces 50%-là, on va continuer à gérer la forêt comme on la gère aujourd'hui, en prenant plus de précautions. Mais en gros, on ne va pas fondamentalement changer le système de gestion. Par contre, on va observer ce qui se passe dans le temps, parce que si à un moment donné, on constatait que notre hypothèse ou notre scénario s'écarte de ce qu'on prévoyait, il faudra effectivement réagir. Donc sur cette première moitié, on va faire ça. Reste une deuxième moitié de forêt, et Eric vous a montré quelques exemples un peu emblématiques où ça peut être beaucoup plus impactant. Donc cette deuxième moitié de forêt, on est certain qu'elle va basculer dans une situation que j'appellerais d'inconfort climatique, avec tous les degrés, depuis un inconfort léger jusqu'à la mort de la forêt et de l'arbre, l'inconfort devenant trop important. Et là, on va mettre en place une stratégie graduée en fonction du niveau de risque qu'on appréhende et en fonction du type de forêt qu'on a face à nous. Premier scénario, première hypothèse, on est dans une forêt avec un mélange d'espèces, un mélange d'essences, dans lesquelles l'essence prédominante, celle pour laquelle aujourd'hui on travaille, l'essence objective, dans laquelle cette essence objective est effectivement une essence qui va basculer en inconfort climatique. Donc celle-là, on ne peut plus compter dessus. Mais cette essence, elle est accompagnée par d'autres essences. La forêt française est une des plus riches d'Europe, enfin la plus riche d'Europe, même en termes d'essence. Donc par d'autres essences qui sont secondaires aujourd'hui dans le peuplement, parce qu'on se concentre sur l'essence objective, mais qui sont présentes. Si parmi ces essences d'accompagnement, on en trouve certaines qui sont beaucoup plus résistantes, beaucoup plus résilientes dans le climat futur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par régénération naturelle, on ne va pas faire de plantation, mais on va par régénération naturelle faire monter en puissance ces essences d'accompagnement et faire diminuer en proportion l'essence qui va basculer dans un confort climatique. On garde le même cocktail, mais on change les doses du cocktail. On augmente certaines doses, des essences résistantes, et on en baisse d'autres. Et dans ce schéma-là, on ne plante pas un arbre. On fait ça uniquement par régénération naturelle. Scénario suivant, on est comme dans le cas précédent avec un mélange d'espèces, mais là, pour le coup, on a beau chercher parmi toutes ces espèces, il n'y en a pas une seule qui paraît résistante aux hypothèses climatiques futures. Là, on a deux options. La première option, c'est qu'on va rester avec la même essence, mais on va aller prendre des graines. Alors là, on va planter. Pour le coup, comme ce qui est en place risque de ne pas tenir, on va faire venir du champ neuf qui viendra de l'extérieur du site. Et là, on a deux façons de faire. La première façon, c'est de garder la même essence, mais d'aller chercher des graines et donc derrière des plants de cette essence dans des zones beaucoup plus méridionales. Je prends un exemple, on est allé chercher des graines de hêtraies dans le Var, dans la Sainte-Baume, et on en a fait des plants, et ces plants, on les a mis dans l'est de la France. On n'a pas changé d'espèce, c'est toujours du hêtre, mais ce n'est pas tout à fait le même hêtre. C'est un hêtre
le Varrois, qui a connu des siècles, voire des millénaires d'adaptation des climats plus méditerranéens. Et on pense donc qu'il sera apte à résister demain à un climat de l'Est plus méridional qu'aujourd'hui. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est on fait le même type de migration qu'on appelle migration assistée, puisque c'est quelque chose qu'on aide, qu'on appuie, mais cette fois-ci en changeant d'essence. On avait du chêne Cécile, on vient d'en parler tout à l'heure, mais on va mettre à la place du chêne pubescent. Ce sont des essences qu'on a en France, ce ne sont pas des exotiques, mais ce sont des essences qu'on a dans des zones qui sont là aussi plus méridionales. Et on va faire de la migration essence à la place d'essence. Normalement, ces stratégies-là, elles devraient permettre de résoudre l'essentiel des cas où on est en inconfort climatique. Il va rester un cas embêtant, c'est le cas des zones géographiques qui, dans le futur, à l'horizon 2100, vont connaître un climat qui sort complètement de l'épure des climats qu'on connaît en France aujourd'hui. Donc si ça sort de l'épure des climats qu'on connaît en France aujourd'hui, il y a peu de chances qu'on trouve en France des espèces adaptées à ces climats-là, puisqu'ils n'existent pas en France actuellement. Donc là, on va regarder autour de nous, dans les pays voisins, plus méditerranéens, plus secs, plus chauds, pour voir si on trouve des espèces qui correspondraient à ce futur climat français qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et on va faire de manière expérimentale et modérée, et avec un grand suivi scientifique, des introductions ciblées, à travers ce qu'on appelle des îlots expérimentaux, des introductions ciblées de ces espèces venant de ces pays limitrophes, de ces pays voisins, en cherchant à privilégier toujours des espèces qui sont dans les mêmes groupes végétaux que les nôtres. C'est-à-dire si on a du chêne, on va prendre des chênes qui n'existent pas en France, mais on va prendre du chêne. On ne va pas aller chercher des choses complètement différentes, etc., etc. Ça, c'est la troisième frange, mais qui est minoritaire. Je dirais qu'à dire d'experts, on pense que ce dernier morceau, il ne dépassera pas 10% du total. Donc si je résume, 50% de la forêt, on peut continuer à gérer comme aujourd'hui en observant si ça se passe bien. Dans les 50% restants, il y a 40% qu'on va pouvoir gérer avec les techniques que je vous ai décrites. Soit on change les cocktails de régénération naturelle, soit on fait la migration assistée d'essence ou de provenance, mais avec des espèces qui sont déjà des espèces autochtones en France, soit, c'est le dernier 10%, on va aller regarder ailleurs qu'en France, dans des zones de climat qui n'existent pas aujourd'hui dans notre pays, mais qui existeront demain dans notre pays, si on a des solutions possibles pour garder l'état boisé. Après, il y a un vrai débat sur cette première partie. On peut faire le choix, mais ça c'est un choix sociétal, de dire finalement s'il n'y a plus d'arbres en France qui peuvent s'adapter à ces zones-là, la forêt régresse et puis on laisse se développer un autre type d'espace naturel. Mais si on veut garder un couvert forestier, on va être amené à chercher des solutions à l'étranger pour cette fraction minoritaire de cas. Merci Albert. Et bien sûr, pour tout ça, il faut des graines et des plants. Et donc Brigitte, et oui. Quelles sont les actions qui sont menées en la matière ? Pour toutes les stratégies qu'Albert vient d'expliquer et ce qui a été décrit auparavant, finalement, le point névralgique, c'est la graine, c'est la semence forestière. Que vous soyez dans les 50% de régénération naturelle, pour faire de la régénération naturelle, il faut de la graine. Que vous soyez dans le remplacement avec les espèces qui sont présentes déjà dans le massif, par régénération naturelle, il va falloir de la graine, et encore plus de graines que lors de la régénération naturelle de l'espèce en place, parce qu'elle va devoir accroître la surface dans laquelle elle est présente dans la forêt. Et si on passe dans des questions de migration assistée, là c'est évident, il va nous falloir de la graine pour pouvoir aller planter dans d'autres forêts, dans d'autres milieux, comme pour les introductions dont Albert vient de vous parler. Et il nous faut de la graine, et il nous faut de la graine de qualité génétique et qualité physiologique. Et ça, c'est essentiel parce que les arbres, c'est comme les humains. C'est-à-dire que si on reste dans un petit vase clos avec que quelques arbres qui se reproduisent, eh bien, on va avoir des problèmes de consanguinité, de dérive génétique, d'avoir ce qu'on a pu voir dans certaines zones du monde sur les sociétés animales, comme vous savez tous. Et
La question, elle se pose pour nous lorsque on fait de la régénération naturelle, le nombre d'individus qui restent pour avoir une forêt de qualité et une forêt résiliente. Et par rapport à cette graine, cette ressource, on n'est vraiment pas complètement démunis. Heureusement, on a un portefeuille non négligeable de peuplements sélectionnés à travers la France, que ce soit en forêt publique ou en forêt privée. On a plus de 1500 peuplements sélectionnés ou des peuplements identifiés où on récolte régulièrement des graines de qualité pour l'ensemble de nos forêts françaises. Peuplement sélectionné, mais aussi verger à graines. C'est-à-dire qu'en forêt, comme dans d'autres cas en agriculture, on a sélectionné en forêt des arbres les plus beaux ou des arbres plus résilients, comme on a pu le faire sur le cèdre, pour mettre ensemble ces individus afin qu'on ait une production de graines de qualité, puisqu'on a une diversité et une diversité génétique à l'intérieur de ces espèces qui est importante. Que ce soit ces peuplements sélectionnés, que ce soit ces vergers à graines, c'est quelque chose qui se fait depuis maintenant de très nombreuses années et qui va s'accroître dans le futur. Donc on n'est vraiment pas complètement démunis. Et bien sûr, ces peuplements sélectionnés, ces vergers à graines, ils existent aussi à l'étranger pour les espèces que l'on a présentes en France ou les espèces que l'on voudrait introduire. Donc on a quand même de la ressource. On a de la ressource, mais plus il va faire chaud et plus il va faire sec, moins les arbres vont produire de graines, parce que ce qu'ils vont essayer, c'est de garder le plus possible d'énergie pour survivre. Donc quand on va chercher des graines dans des conditions qui sont déjà un peu plus stressantes, il faut penser qu'on risque d'en avoir un petit peu moins de disponibles. Ceci étant, ce qu'il nous faut, c'est vraiment nous projeter vers le futur, c'est-à-dire imaginer différentes solutions et avec une vision, comme le disait Eric, pas à 10 ans, pas à 20 ans, mais à 50 et 100 ans. Un verger à graines, pour produire, il lui faut un minimum de 20 ans entre le moment où on sélectionne les arbres et où ils vont commencer à fleurir. Ils fleurissent un peu plus tôt que s'ils sont en forêt. En forêt, ça va être encore plus loin. Donc il faut vraiment qu'on imagine de se projeter dans le futur qu'Eric nous a présenté avec les espèces qui vont être adaptées, les provenances qui vont être adaptées. Et pour cela, il y a tout ce travail qui est mené grâce aussi aux collègues de l'INRAE et de la forêt privée pour identifier ces peuplements, enrichir nos portefeuilles et aussi aller faire des recherches dans les pays autour de nous pour avoir ces ressources de meilleure qualité. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut prendre une ou deux questions si vous en avez. Monsieur ? On a bien compris votre présentation très intéressante et on est forcément d'accord avec les objectifs à long terme. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction avec le fait de voir actuellement des coupes forestières qui tendent à fragiliser nos forêts, notamment en Île-de-France? Je m'explique, quand vous connaissez mieux que moi l'indicateur de surface terrière qui caractérise une certaine forme de densité de la forêt. L'ONF gère des forêts avec des surfaces terrières inférieures à 20. Les scientifiques disent qu'il faudrait plutôt plus de 40 et on comprend que ça donne un meilleur stockage hydrique et donc une meilleure robustesse de la forêt. Et pourtant, dans les forêts dont je parle, les coupes pour l'alimentation de la filière bois se poursuivent, voire s'intensifient. Ne devriez-vous pas ralentir pour être plus conforme aux objectifs de long terme et faire remonter cet indice de surface terrière? Le choix des itinéraires sylvicoles et de leur cyclicité, etc., il est déterminé forêt par forêt à travers des plans de gestion. Donc dans certains cas, ça peut correspondre au schéma que vous décrivez. Dans d'autres cas, ça va correspondre à des schémas inverses. Pour répondre de manière un peu plus générale à votre question, dans ces affaires de changement climatique, on doit trouver un compromis, le meilleur compromis possible, mais il est complexe à trouver parce qu'on est dans un contexte incertain, entre deux exigences. La première exigence, c'est effectivement, notamment par rapport à la séquestration carbone, par exemple, de laisser se dérouler des cycles suffisamment longs. Mais tout est dans le suffisamment. Parce qu'à contrario,
on constate, et on citait tout à l'heure l'exemple de Tronchet, c'est un très bel exemple de ce point de vue-là, on constate que effectivement, quand les peuples deviennent plus âgés, ils sont plus matures, ils stockent du carbone, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais comme chez toute espèce vivante, les individus, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ils deviennent plus fragiles. Ça, c'est le premier sujet. Et là, on a un problème par rapport au changement climatique ou par rapport à un autre sujet dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même assez souvent lié, qui est celui des attaques sanitaires. On a un problème d'augmentation, avec l'âge, d'augmentation de la fragilité de ces forêts. Et si ces forêts deviennent plus fragiles, si elles dessèchent, etc., elles sont soumises à des risques de destruction totale, notamment par incendie, beaucoup plus forts. Et là, quand vous avez un feu de forêt dans des forêts très matures, à très fort stock carbone, je dirais, vous perdez tout d'un coup. Vous avez une perte totale de votre capital, si je puis dire, de votre stock. Je vous ouvre une petite parenthèse pour que vous ayez des ordres de grandeur. Les grands feux d'Amérique du Nord qui se sont produits l'été dernier ont relargué dans l'atmosphère des quantités de CO2 colossales. Si on compare ces quantités de CO2 relarguées juste par les feux canadiens, nord-américains, et qu'on les classe dans le classement des pays émetteurs de carbone, les feux correspondraient à un pays qui serait au 5e rang. Donc un système de grands incendies correspond à un pays qui est au 5e rang des pays émetteurs de carbone. Donc le problème de l'incendie, de la perte totale du stock est un vrai problème. Et là aussi, plus on allonge les durées, plus la probabilité d'avoir ce type de destruction totale augmente. D'autant que, comme je disais tout à l'heure, le peuplement étant plus fragile, etc., il a tendance à plus sécher, plus dépérir. Donc il faut qu'on trouve, et c'est pas simple, et on essaye de le faire forêt par forêt, il faut qu'on trouve le bon compromis entre les deux. Voilà. Et puis il y a une troisième raison qui fait qu'à un moment donné aussi, on ne peut pas non plus trop laisser... mais ça, c'est ma collègue généticienne qui va vous en parler mieux que moi. C'est sur le brassage génétique. Juste avant la génétique, la question que vous posez pose une question intéressante. C'est est-ce qu'un peuplement qui est très chargé en bois est plus résilient ou moins résilient au changement climatique? Et en fait, il y a deux facteurs qui peuvent paraître contradictoires. On peut dire intuitivement, plus il y a d'arbres sur une parcelle, plus ils doivent se partager la gamelle. Et donc finalement, moins il y a de l'eau pour chacun. Donc ça aurait plutôt tendance à dire il faut diminuer la surface terrière. Mais d'un autre côté, plus on ouvre un peuplement, plus on fait venir de la lumière au sol, plus l'air circule et plus on assèche le milieu. Et la réponse à cette contradiction, elle n'est vraiment pas triviale. Il y a des travaux en cours avec l'INRAE, notamment forêt de Tronchet, qui permettent de caractériser ce qu'on appelle l'ambiance forestière et de voir à partir de quel seuil on perd cette ambiance forestière et on accélère en fait les effets du changement climatique. Mais ça dépend d'énormément de facteurs, de l'essence, etc. Et il n'y a pas une réponse triviale à cette question-là. Il faut rester humble en matière de forêt. Je vais rajouter juste un petit mot, essayer d'être rapide. Comme on l'a dit, les changements climatiques vont très vite et en 100 ans, il va falloir faire adapter, que la forêt s'adapte à ce qu'elle a fait il y a 10 000 ans. Alors, les arbres, je vais reparler de reproduction, je suis désolée parce que c'est vraiment un moment clé pour le changement et l'adaptation. Et lorsque on a des climats comme ça qui changent très vite, on l'a vu aussi sous Louis XIV, eh bien il y a une évolution du génome qui se produit et qui est plus rapide. Ça a été montré par les chercheurs et c'est ce qu'on observe aussi actuellement, en l'occurrence sur le chêne. Donc le fait de faire se reproduire des chênes qui connaissent notre climat là maintenant et de le faire se reproduire maintenant, eh bien on peut capter cette adaptation plus rapidement et qu'il y ait une adaptation des nouveaux. Alors il faut, comme l'ont dit là mes collègues, essayer de faire avec tout ça et au mieux. Et une réponse à un endroit n'est pas forcément la même que celle qu'on apportera dans la forêt d'à côté. Et enfin, pour reprendre un petit peu aussi votre question, on a beaucoup axé notre présentation sur l'arbre, sur l'essence, sur le choix, aller chercher d'autres provenances, etc. Mais on a aussi, nous les forestiers, que l'on soit public ou privé, à regarder la sylviculture que l'on va adapter sur ces arbres. Et c'est le croisement de ces deux qui va être important. Et aujourd'hui, nous avons les uns les autres rédigé des schémas de gestion sylvicole qui justement prennent en compte tous les cas de figure possibles. Et c'est ça là. On n'est pas dans une science exacte en forêt. Mais donc on a adapté cela. Voilà. Donc ça pourrait être aussi l'objet d'une autre conférence que de parler vraiment de sylviculture adaptative. Voilà, écoutez, une autre question concernant...
Rapidement, monsieur. Olivier Delourme, j'habite les Hauts-de-Seine et je constate dans nos forêts l'ampleur des récoltes qui laissent des coupes rases complètes et des replantations qui sont souvent stériles, sur lesquelles l'ONF est obligé de réintroduire un repiquage, une fois, 2 fois, voire 3 fois. Donc c'est un coût très élevé. J'ai visité en parallèle des réserves biologiques et je constate que ces réserves biologiques qui sont entourées de parcelles gérées par l'ONF se portent beaucoup mieux que les parcelles de l'ONF, notamment par exemple, vous les connaissez sûrement, en forêt de Fontainebleau. Donc je me dis, au lieu de faire l'intensification de coupe qui réduit la surface terrière, il faut laisser tranquille cette forêt qui est beaucoup plus humide, cette forêt biologique qui est beaucoup plus humide et où les grands arbres se portent mieux que dans les forêts gérées par l'ONF. Le deuxième point, c'est que nous avons constaté dans les forêts que les arbres matures, adultes, c'est-à-dire les centenaires, sont exportés en Italie, en Chine ou ailleurs par des voies parallèles ou des voies officielles. Et donc, le reste est expédié pour des pellets, c'est-à-dire du bois énergie. Donc il y a, la question qui est posée, c'est dans les priorités qui vous sont attribuées, est-ce que l'économie n'est pas prioritaire ? Alors, plusieurs choses. Il faut toujours se méfier des exemples particuliers. Je pense que vous avez lu les uns et les autres dans la presse, comme moi, la marche que fait l'ancien conservateur de la réserve nationale naturelle de la Massane pour dénoncer, enfin pour alerter, plus que dénoncer, pour alerter sur le fait que sa réserve naturelle nationale est en train de crever. Donc on a aussi des dégâts, des dépérissements en réserve naturelle comme en milieu géré. Malheureusement, je dirais, je pense que le climat va impacter tous les types de forêts, qu'elles soient gérées ou non gérées. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que le principe de gestion d'une réserve et d'une forêt gérée est à la base pas le même, c'est évident. Dans une réserve, on ne cherche pas du tout à alimenter la filière bois. Dans une forêt gérée, on cherche à alimenter la filière bois. Et là-dessus, je voudrais insister sur un point par rapport aux politiques environnementales. Le fait d'alimenter une filière bois, c'est pas, bien sûr que c'est un secteur économique, ça on est d'accord. Mais aujourd'hui, de mon point de vue, ce n'est pas qu'une question d'économie. C'est aussi une question de décarbonation de nos sociétés. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut, et moi je fais partie, mais pas uniquement parce que je suis à l'ONF, j'ai le même avis en tant que citoyen. Je fais partie des gens qui considèrent qu'il vaudrait mettre plus de bois, plus de biomatériaux en général dans l'économie que d'autres matériaux à empreinte écologique plus néfaste. Et ce bois, s'il ne vient pas de chez nous, ça voudrait dire qu'on l'importe. L'équation écologique en termes de transport serait catastrophique. Donc quelque part, l'exploitation des forêts a aussi, non pas au sens de l'écosystème forestier, mais au sens de l'équilibre général en termes environnementaux, a aussi un grand intérêt. Et si on n'avait que des réserves, cet intérêt-là, on le perdrait. Le troisième point que je voulais aborder, maintenant il m'échappe. C'était sur votre deuxième question qui était... Ah oui, l'Italie et le... Alors ça c'est la... Ouais, ça c'est la question. Alors ça pour le coup, c'est une question qui échappe assez largement aux forestiers parce qu'on est dans une... C'est pas le producteur. C'est comme si vous demandiez, on est au salon de l'agriculture, un agriculteur, pourquoi son produit il part à tel ou tel endroit. Ça, c'est un problème de filière économique et de commerce international. Voilà. Donc, on a moins de prise là-dessus. Oui, merci Albert. Je crois que ce qu'il faut bien savoir quand même, il faut bien se mettre dans la tête que nous n'aurons pas de bois sans couper d'arbres. Hein, et c'est ça la base. Hein. Je vois en face de nous le Conservatoire d'espaces naturels, son stand est en bois. Hein, et voilà, donc il a tout compris, effectivement. Et donc, tout cela à condition, et c'est peut-être un mot que l'on n'a pas assez utilisé ce soir, à condition de faire de la gestion durable. Hein, et vous le connaissez, ce trépied de la durabilité, c'est un trépied certes économique, mais qui ne fonctionne que s'il a également un pied environnemental et un pied sociétal. Hein, et sur deux, il tombe, mais sur les 3, il tient bien. Et donc c'est ça notre challenge à tous, nous forestiers bien sûr, mais vous tous aussi, et nous en tant que citoyens, d'assurer cette gestion durable de la forêt.
Merci. On va peut-être conclure parce que on est très petite parce que... Voilà, justement, par rapport à tout ce que vous proposez, en général, les forêts ont des plans de gestion sur 20 ans. Donc certains ont démarré il y a 10 ans, où on n'était pas à ce niveau de recherche et de sensibilisation de ces problèmes-là. Et ces plans, en fait, ils vont durer jusqu'au bout, pendant 20 ans, avec une gestion qui finalement est hors contexte actuel du réchauffement climatique. Comment revoir ces plans de gestion ? Alors vous posez une excellente question et on est en train de parallèlement à tout ce qu'on vous a présenté en termes d'études techniques, on est en train de réfléchir à un changement radical, je dis bien radical, de méthodologie de rédaction de nos plans de gestion. Et je passerai la parole à mon collègue tout à l'heure, j'imagine qu'en forêt privée, c'est un peu du même style. Alors on utilise un terme pour ça, on dit on va passer à des plans de gestion agiles. Agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va garder une ambition de moyen long terme, parce qu'en forêt, il faut toujours avoir quand même une cible. Mais par contre, on va à l'intérieur du plan de gestion avoir des dispositifs de mise à jour, des programmes d'action qui vont tourner, enfin ça c'est notre hypothèse de travail, qui vont tourner sur des durées de 5 ans. Et tous les 5 ans, on regardera ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, comment il faut réajuster, etc., etc. Mais tout en restant quand même dans une projection, dans une stratégie générale qui, elle, sera d'un peu plus long terme, parce que sinon, vous naviguez un peu à vue, quoi. Et je pense qu'en forêt privée, c'est pareil. C'est quasiment la même chose. En forêt privée, donc, les propriétaires qui ont plus de 25 hectares sont tenus d'avoir un plan simple de gestion. Et celui-ci doit se référer à un schéma régional de gestion sylvicole. Nous venons de refaire tous les schémas régionaux de toutes les régions de France. Ils ont été déposés, signés par le ministre. Pour l'instant, il y en a 9 sur 13 qui sont signés, mais les 4 autres sont sur son bureau. Donc on est bien dans cette dynamique. Alors certes, il y a des plans qui ont déjà commencé et nous allons promouvoir, mais on ne va pas pouvoir obliger les propriétaires à faire des avenants. Donc c'est un petit peu la même chose, hein, pour tenir compte de ces effets et de la nouvelle rédaction de ces schémas. Pour les propriétaires qui ont moins de 25 hectares, eux aussi, lorsqu'ils ont besoin d'un conseil, d'une aide, etc., ils peuvent adhérer à des codes de bonne pratique sylvicoles qui aussi vont devoir être rédigés en fonction de ces schémas régionaux. Donc on est bien dans cette dynamique et il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et moi je vous rejoins et je rejoins mes collègues de l'ONF, c'est pas maintenant sur des périodes de 20 ou 30 ans qu'il faut raisonner, mais sur des périodes plus courtes. Et du coup, comme on passe à un rythme de renouvellement beaucoup plus fréquent, hein, tous les 5 ans ou tous les 20 ans, il faut aussi qu'on ait des outils qui soient adaptés. Et on mise beaucoup actuellement sur les outils issus de la télédétection, qui permettent d'avoir une vision, une acquisition de données quasiment en continu et qui nous permettent de rentrer dans ce schéma d'aménagement plus agile avec une mise à jour quasiment en continu des données, des paramètres forestiers. Il y a 10 ans, quand on était obligé de parcourir la forêt pour actualiser le plan de gestion, on ne pouvait pas se permettre un tel taux de réactualisation tous les 5 ans. Maintenant qu'on dispose de ces nouveaux outils, télédétection satellitaire, le LIDAR, etc., on dispose d'outils qui nous permettent d'être beaucoup plus agiles. Le plan simple de gestion est à 20 hectares maintenant, excusez-moi, c'est la nouvelle loi. Parfait, merci beaucoup tous les 4 et merci à vous d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon salon. Au revoir.